Le combat d'un imam au Kosovo contre les extrémismes, premier reportage de cette édition de Méditerranéo cette semaine. Nous irons ensuite à Bruxelles pour évoquer la politique euro-méditerranéenne, le patrimoine également avec les nombreuses fontaines d'Aix-en-Provence. Enfin, la séquence mémoire nous conduit en Espagne sur le port d'Algeciras, un exemple de reconversion réussie. Indépendant depuis 2008, le Kosovo est un petit État majoritairement albanais et musulman. Le départ de jeunes pour le djihad est un phénomène qui n'est pas marginal. Dans la communauté musulmane, différents courants s'opposent. À Podujevo, un imam a décidé de se mobiliser contre les extrémismes. Un dimanche matin glacé dans le quartier dit du Petit Koweït, à Podujevo, non loin de la frontière serbe, au nord-est du Kosovo. Quelques immeubles abritent toujours une centaine de familles, réfugiées de la dernière guerre. La mosquée, elle aussi, a été financée par le Koweït, il y a presque 20 ans. C'est, dit-on, une des régions les plus calmes du Kosovo. Pas de scission majeure dans la communauté musulmane, et surtout, aucun jeune de Podujevo et de ses environs n'est parti de l'autre côté de la Méditerranée faire le djihad. Nous avons des problèmes plus importants au Kosovo. Nous avons notre djihad à mener ici, disons-le. Il faut aider notre État et le faire avancer. Nous venons nous-mêmes de sortir d'une guerre. Il y a encore des conséquences aujourd'hui. Les traumatismes sont toujours là chez certains d'entre nous. Nous avons nos disparus. Franchement, nous avons assez de travail ici. Comme dans de nombreux pays européens, la tentation du djihad est bien réelle. En 2015-2016, plus de 300 jeunes originaires du Kosovo ont été recrutés par Daesh. Chiffre considérable dans un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. L'imam de Podujevo reste particulièrement vigilant. Président de la communauté islamique de la région, il veille sur une trentaine de mosquées. Et quand les discours de certains se radicalisent, il n'hésite pas à les menacer d'exclusion. Bien évidemment, nous étions prêts tout récemment à le faire. Toute déviation des prêches pacifiques de l'islam est sans aucun doute sanctionnée. Arrestations, fermeture d'écoles coraniques, les services de l'État kosovar se sont eux aussi mobilisés en 2016. Mais beaucoup de musulmans craignent qu'un autre islam se soit déjà implanté au cœur des Balkans. Devant l'ampleur du phénomène, Bekim reste pragmatique. La propagande djihadiste passe par Internet, c'est donc sur Internet que la communauté doit réagir. Nous avons bien remarqué qu'il existe un autre islam dans notre pays qui se développe dans différents endroits. Il y a des mouvements qui prêchent un autre islam. La mosquée touche un nombre limité de gens. Le conseil islamique local ne couvre qu'une commune. Un site internet peut même aller au-delà du territoire albanais. Le site internet s'intitule Foltash. Foltash signifie « exprime-toi » en albanais. Il est également édité en anglais. La plupart des articles dénoncent les violences exercées au nom de l'islam. Ce sont des proches rassemblés autour de Bekim et de sa famille qui développent et alimentent le site chaque jour. J'aide mon mari surtout pour le site web. Je travaille sur les articles de Foltash, j'écris, je traduis en arabe. Le théologien qui s'est formé en Jordanie aurait aimé enseigner l'histoire. L'islam dont il se réclame,
un héritage de l'époque ottomane, dans la tradition dite hanafite, une branche du sunnisme répandue dans tous les Balkans. Aujourd'hui, Bekim veille sur les musulmans de la région, entouré d'une 50aine de personnes. L'islam est modéré, c'est sa nature. Pourquoi ne pourrait-on pas le dire? Comme vous le savez, Dieu a apporté la religion pour faciliter la vie des gens. Et nous interprétons la religion avec notre mentalité d'ici. Il n'y a pas à l'interpréter comme d'autres le font ailleurs. Pour faire passer le message, l'imam investit aussi la rue. À Pristina, à l'initiative de l'équipe du site internet, de jeunes étudiants distribuent des tracts qui invitent à réfléchir sur les dérives d'un islam radical. Je n'ai pas connu de barbu, mais j'ai vu des vidéos extrémistes de Daesh. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir. Ce sont des sectes. Ces affiches sont désormais présentes dans toute la capitale. Le même message est délivré en plus grand, tous ensemble contre l'extrémisme. Des paroles qui ne font pas l'unanimité. Nous sommes le seul site internet au Kosovo qui traite de ce sujet. Nous ne sommes pas un site d'actualité, nous ne traitons pas des questions politiques ou économiques. Nous sommes focalisés sur le radicalisme et l'extrémisme au Kosovo. Quand nous publions nos articles sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, il y a des commentaires très divers. Certains n'aiment pas notre travail. Il existe bien un radicalisme au Kosovo, il faut faire en sorte qu'il disparaisse. Parler ainsi en public au Kosovo, c'est prendre des risques. Des imams modérés ont été agressés, d'autres menacés de mort. Comme en Bosnie, c'est dans la confusion de l'après-guerre que des courants radicaux ont vu le jour. Et depuis l'indépendance, la faiblesse de l'État a souvent été pointée du doigt. À Poudoyevo, Bekim et ses amis savent bien qu'il faut multiplier les initiatives. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans au Kosovo. Dialogue Nord-Sud, processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée. Les initiatives pour établir des liens économiques et politiques entre les pays des deux rives se heurtent à différents blocages. En matière de coopération, il reste beaucoup à faire. Réunion d'une commission budgétaire au sein du Parlement européen. Au centre des débats, le financement de projets qui intéressent directement les pays du Sud méditerranéen. Inés Ayala Sender est une députée espagnole qui a toujours défendu l'idée d'une Euro-Méditerranée forte à Bruxelles. Les projets ne manquent pas, mais le dialogue Nord-Sud au sein de l'Union européenne n'est plus aujourd'hui une priorité. D'autres actualités font la une ici. Il y a une quantité de projets, d'initiatives, toute une potentialité de relations entre l'Europe, le Maghreb et le sud de la Méditerranée qui n'est pas suffisamment exploitée. Il y a une demande, une grande créativité des deux côtés de la Méditerranée, une grande capacité de dialogue et malgré tout, les pays européens ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, sans oublier le Brexit anglais, ou alors on est trop concentré sur nos relations avec l'Est de l'Europe. 1995, le processus de Barcelone établit les bases officielles d'un partenariat euro-méditerranéen. 10 pays riverains sont concernés par ce premier accord historique. 13 ans plus tard, en 2008, le sommet de Paris lance l'Union pour la Méditerranée. Un projet qui regroupe alors 43 pays. Les deux rives de la Méditerranée se partagent la présidence et le fonctionnement de cette nouvelle institution internationale. Une évolution contrariée par une actualité agitée, notamment dans les pays du Maghreb, et des liens qui se sont quelquefois distendus.
Je pense qu'il y a eu vraiment un véritable clivage dans la construction européenne, où même les pays du Sud, qui ont une grande relation avec l'arc méditerranéen, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, se sont même retournés en fait vers le nord de l'Europe pour reconstruire ou construire l'Union européenne. Et donc on a commencé à comprendre, il n'y a pas si longtemps que ça effectivement, que le bassin méditerranéen c'est aussi le berceau de la civilisation européenne. Et donc il faut reconstruire des liens très forts aussi avec les pays du Maghreb et du Machrek. Donc on a besoin de revenir en fait sur ce berceau pour retrouver aussi ces liens très importants au niveau économique, mais aussi au niveau culturel, mais aussi au niveau des migrations. Surtout, on voit dans les dernières années qu'on a besoin effectivement d'avoir des relations très précises avec ces pays parce que c'est vraiment eux qui contrôlent pour l'instant nos frontières. L'importance du projet euro-méditerranéen n'a pas encore séduit l'ensemble de tous les partenaires. Un projet qui représente pourtant un axe essentiel du développement européen. La gestion du dossier des migrants est aussi là pour nous le rappeler. C'est l'unique institution où peuvent s'asseoir à la même table des Israéliens et des Palestiniens. Rien que pour cela, l'Union pour la Méditerranée reste essentielle. On manque encore d'une certaine reconnaissance sur le plan international. On a toute une série de projets en préparation, mais il faut bien faire passer l'idée que la notion de Méditerranée est vitale pour l'Europe. Ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Beaucoup de problèmes actuels de l'Europe prennent leurs origines en Méditerranée, à l'image du dossier difficile des migrants. C'est pourquoi il est évident qu'il faut surveiller tout ce qui se passe au sud de la Méditerranée et construire des rapports bilatéraux beaucoup plus efficaces que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Notamment sur des thèmes comme ceux de la stabilité démocratique, de la maîtrise des flux migratoires et de l'intégration régionale. Surtout pour tous les ressortissants des pays du Maghreb. L'inquiétude sur le devenir de l'Union euroméditerranéenne touche également la CRPM, la conférence des régions périphériques maritimes qui rassemble près de 160 régions. Une organisation internationale qui agit en faveur d'un développement plus juste du territoire européen. Depuis 1973, cette association à but non lucratif a constaté certaines dérives dans la gestion des grands dossiers européens. Il est évident que sur le plan des projets mis en place, il faudra faire beaucoup plus. Les fonds alloués pour la coopération avec la Méditerranée sont encore relativement trop bas de mon point de vue. Et si l'on prend l'exemple de l'aide à la politique européenne de voisinage, seulement 5% du budget général sont consacrés à la politique de coopération transfrontalière, autant pour le sud que pour l'est de la Méditerranée. Sur ces aides, 2 tiers vont au sud de la Méditerranée, 1 tiers pour l'est, et dans l'absolu, ce n'est pas assez. Les journaux à Bruxelles portent un regard dubitatif sur le devenir de l'Union pour la Méditerranée. Trop peu de projets mis en place, un label international en manque de reconnaissance et à l'arrivée, un dialogue nord-sud qui s'inscrit en pointillé. Cette union doit s'imposer sur la scène européenne. C'est une obligation pour l'installer définitivement dans la durée. Il s'est toujours agi d'un certain équilibre assez précaire entre des pays arabes qui sont en demande d'aide de la part de l'Europe, une Europe qui veut bien les aider mais dont les caisses sont finalement assez vides, et puis des susceptibilités, puisqu'il y a des susceptibilités politiques qui sont grandes au sud de la Méditerranée et qu'il s'agit de respecter puisqu'ils sont prompts à déceler des leçons qu'on voudrait leur donner. Donc ils voient que les Européens se recroquevillent sur eux-mêmes, que Bruxelles, l'Union européenne perd de son importance par rapport aux États centraux eux-mêmes et donc ils craignent que la rive sud de la Méditerranée finalement ne soit réduite à un seul problème, celui de la migration. Construire ensemble un espace de paix et de prospérité, c'était le vœu pieux énoncé par les pays signataires du processus de Barcelone qui lançait il y a plus de 20 ans le projet d'une union pour la Méditerranée. Aujourd'hui, cette union est un carrefour. Il ne faut surtout pas oublier que ce projet permet à la Méditerranée de redevenir un espace d'échange et de collaboration. Ce n'était pas arrivé depuis le XVIIIe siècle avec l'affaiblissement de l'Empire ottoman et l'effondrement des cités italiennes.
À Aix-en-Provence, l'histoire des hommes et celle de l'eau sont étroitement liées. Des lavoirs aux fontaines en passant par le thermalisme, cette précieuse ressource a toujours été un enjeu pour le développement de la ville. Aix est une ville d'eau, donc on va essayer de suivre un petit peu ce fil conducteur à travers l'eau des fontaines. Donc on entrait dans Aix-en-Provence et la première chose que l'on voyait, c'était une fontaine monumentale, la fontaine de la Rotonde que l'on a ici. Alors cette fontaine, elle fait 12 mètres de hauteur, 41 mètres de diamètre pour le bassin le plus large. Mais surtout, elle est purement aixoise. Ce sont des artisans et des sculpteurs de la ville d'Aix-en-Provence et du pays d'Aix qui vont la réaliser. Tantôt moussue, sobre, charmante ou exubérante, dans le centre historique d'Aix-en-Provence, une centaine de fontaines ornent les places, les ruelles ou plus discrètement les cours des hôtels particuliers. Mais pour comprendre le lien qui unit l'eau à la cité, il faut revenir à la source et sortir de la ville à la recherche des vestiges d'un antique passé glorieux. Nous nous trouvons devant un fragment de l'aqueduc de la Traquenade. Alors cet aqueduc servait à acheminer l'eau qui était prise dans une source qui se trouvait à Jouques, donc à quelques kilomètres de Mérargues, et elle servait à alimenter la ville d'Aix. Au moyen de techniques remarquables, les Romains édifient dans la région 4 aqueducs de ce type. Une domestication de l'eau qui permet le développement de leur toute nouvelle cité en complément des précieuses sources découvertes sur place. Les Romains sont venus dans les années 125 avant Jésus-Christ. Donc ils ont fondé cette ville d'Aix en contrebas du site d'Entremont, à peu près 5 km. Et surtout, c'est ce que nous disent les textes, auprès de sources d'eau thermale chaudes et froides. Et en fait, c'est de là que la ville d'Aix tire son nom, puisque dans l'Antiquité, Aix-en-Provence s'appelle Aquae Sextiae Saluviorum, c'est-à-dire les eaux de Sextus Thessaliens. Au cours des siècles, lavoirs, puits et fontaines vont se succéder, mais le Moyen-Âge marque un changement radical des mentalités. L'Église catholique voit alors d'un très mauvais œil l'utilisation des bains publics où l'on se prélassait des journées entières. À l'époque médiévale, on n'est plus dans cette fonction de l'eau qui sert justement pour laver le corps et surtout dans les besoins esthétiques, se laver, mais surtout une fonction de base, la vie quotidienne. Vie quotidienne, c'est-à-dire fonction utilitaire, laver son linge avec les puits, boire aussi, s'abreuver ici, mais en même temps pour les métiers, tanneurs, cardeurs, qui vont utiliser cette eau à des fins professionnelles. Malgré ces nombreuses sources, Aix n'a bientôt plus assez d'eau potable pour faire face à la pression démographique ou les épidémies de peste et de choléra des XVIIIe et XIXe siècles. En 1854, le barrage Zola, imaginé par François, le père d'Émile, est achevé. Un siècle après, le barrage de Bimont lui succède. Construit grâce au plan Marshall, cet ouvrage de 87 mètres de haut permet de stocker 25 millions de mètres cubes. La construction du barrage de Bimont et de l'ensemble de l'infrastructure du canal de Provence a été révolutionnaire pour la région d'Aix, aussi la région de Marseille, puisqu'on amène ici toute l'eau du Verdon. On est dans une région où on a quand même beaucoup de sécheresse. Et donc le fait d'amener cette eau d'un autre bassin versant vers la région d'Aix a permis de révolutionner l'alimentation en eau ici. Cet ouvrage, il a quand même plus de 60 ans aujourd'hui, donc c'est un ouvrage de génie civil effectivement un peu vieillissant. Donc on se doit de faire une grosse opération de maintenance sur l'ouvrage et puis permettre d'avoir un ouvrage totalement sûr pour les 50 prochaines années. Si ces travaux prévus jusqu'en 2019 ne devraient en rien perturber l'alimentation en eau de la ville d'Aix, certaines fontaines n'ont pas toujours sereinement coulé. C'est le cas de la borne d'eau thermale de la fontaine Pascal, condamnée dans les années 1920. Cette eau chaude, elle était réputée pour soigner de la conjonctivite. Donc les Aixois venaient ici, ils se passaient de l'eau chaude sur le visage et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jetaient les pansements par terre. Donc niveau hygiène, c'était pas terrible. Donc la ville d'Aix a décidé de couper l'accès à l'eau chaude de cette fontaine. Au XVIIe siècle déjà, les médecins vantent les vertus de l'eau de source aixoise, quasi miraculeuse selon eux, contre les rhumatismes ou la stérilité. Construit sur le site antique en 1705, les thermes attirent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale des personnalités comme Thomas Jefferson, Darius Milhaud ou Winston Churchill.
Les choses se sont accentuées avec l'arrivée du thermalisme social et des remboursements de la sécurité sociale. Donc là, à partir de ce moment-là, vous aviez davantage de curistes, je dirais des milieux populaires, des ouvriers, des employés, qui peut-être étaient moins enclins à venir antérieurement. Tout ça, c'est terminé, tout ça s'est achevé. Fermée pour une longue période de travaux dans les années 1990, la station thermale n'a jamais pu obtenir à sa réouverture un nouvel agrément bactériologique. Aujourd'hui, les Thermes Sextus sont devenus un centre de bien-être et de remise en forme qui puise toujours son eau de source à 80 mètres de profondeur. Alors il y a peut-être davantage de clients qui fréquentent la balnéothérapie, mais c'est pour des durées très courtes. Ça n'a rien à voir avec les longues cures de plusieurs semaines qu'on avait auparavant. Donc c'est ce thermalisme social que d'aucuns regrettent un petit peu et qu'on aurait aimé voir reprendre. Au final, Aix-en-Provence n'est jamais devenue la cité thermale idéale qu'ont tant souhaité ses habitants. Mais peut-être qu'un jour, si la législation s'assouplit, les curistes se promèneront de nouveau en écoutant le doux clapotis de l'eau. Le port de Bahia de Algésiras est l'un des principaux ports espagnols en raison de son enclave géostratégique. Situé au croisement des principales routes maritimes mondiales, il présente un mouvement incessant de marchandises et de passagers. C'est la séquence mémoire d'aujourd'hui. Marcos, pilote du port d'Algésiras, connaît bien le navire qu'il doit sortir maintenant, et pour cause, c'est un porte-container de la Maersk. Algésiras doit sa récente et spectaculaire croissance aux containers et à la Maersk, qui a établi ici l'une de ses principales plateformes mondiales. Marcos présente au capitaine allemand, qu'il connaît bien aussi, un autre pilote, un stagiaire, car la croissance d'Algésiras est telle qu'il lui faut toujours plus de pilotes. Marcos et ses pilotins sont sympathiques à l'andalouse, mais travaillent comme les gens du Nord pensent être seuls à le faire, efficacement. Et sans doute savourent-ils silencieusement d'avoir très largement supplanté pour les tonnages transbordés la prétentieuse et nordiste Barcelone, en doublant Al-Jazirat Al-Yadra, l'île verte d'où vient le nom d'Algésiras et qui désormais n'est plus qu'un môle où s'entassent les containers. J'étais il y a très peu de temps à Malte pour participer à un congrès sur le trafic de containers en Méditerranée. Et on a parlé du projet du port de Tanger Atlantique, du projet d'un possible terminal de containers dans le port de Gibraltar, d'un autre projet encore à Gines au Portugal. Et tous ces ports sont dans la même aire géographique que le nôtre. D'ores et déjà, Gines, qui est en Europe, pourrait être le plus concurrentiel de ces ports face à nous. Mais en ce qui concerne Tanger, je crois qu'il pourrait difficilement concurrencer Algésiras. Et puis nous entretenons d'excellentes relations avec le port de Tanger. Et ses dirigeants et nous sommes d'accord pour dire que tout développement de l'un profite à l'autre. Les responsables portuaires d'Algésiras aiment à dire que la population de Madrid passe ici chaque année. 4 millions de voyageurs, en effet, auront transité en l'an 2000 par cette nouvelle gare maritime. Marocains, dans leur immense majorité, la plupart de ceux qui travaillent en Europe et retournent au pays pour les vacances passent par ici, parce qu'Algésiras est à la fois l'un des ports espagnols les plus proches du Maroc et le seul offrant une véritable noria de navires classiques ou rapides. Longtemps, la gare maritime fut négligée et l'encadrement espagnol peu aimable vis-à-vis des voyageurs marocains. Mais depuis 1995, le port d'Algésiras entend prouver que les voyageurs sont plus qu'une marchandise. Quand vous rentrez au Maroc l'été, quand il y a beaucoup de monde, il n'y a pas trop d'attente de... Non. Il y en a avant, oui. Tu apprends beaucoup de temps. Maintenant, non. Il y en a des patrons qui arrivent chaque heure. À Tanger, à Ceuta. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de patrons.
S'il est de bon ton de célébrer le lien maritime Algésiras-Maroc, il est en revanche délicat d'évoquer l'avenir des accords de pêche avec le voisin d'en face. Le silence de la criée aux poissons d'Algésiras, la désertification des quais du port de pêche que ne fréquentent plus guère que des bateaux venus de Galice, font dire à certains vieux d'Algésiras que la pêche locale, semi-artisanale, se meurt. Et avec elle, l'esprit originel d'un port qui, il y a moins d'un siècle, ne vivait que de la pêche, qui aujourd'hui, néanmoins, par la double manne des containers et des passagers, est devenu le premier d'Espagne et l'un des plus importants de Méditerranée. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.